Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ouverture imminente du sommet Nouveau Pacte financier mondial en France. Le président camerounais Paul Biya participe à cette rencontre qui se tient les 22 et 23 juin à Paris pour négocier davantage de financement pour le développement. Le président Macky Sall réagit pour la première fois aux manifestations meurtrières du début du mois de juin. À l'occasion d'un déplacement au Portugal, le chef de l'État sénégalais est revenu sur ces événements. Il s'est engagé à veiller sur la consolidation de la démocratie. Et le Tchad serait-il dépassé par son élan de solidarité ? Cette terre de refuge qui partage plus de 1000 km de frontières avec le Soudan, où un conflit sévit depuis avril dernier, est aujourd'hui débordée par l'afflux de réfugiés. Malgré la volonté affichée d'user d'hospitalité, les moyens viennent à manquer. Le président camerounais Paul Biya est à Paris. Ce premier déplacement en France depuis 2019 se fait à la faveur du sommet Nouveau Pacte financier mondial initié par le président français Emmanuel Macron. La présence du chef de l'État camerounais à cette rencontre est à dessein puisque c'est lui qui avait tiré la sonnette d'alarme sur l'épineuse question des financements pour la solidarité climatique lors du deuxième sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu en décembre 2022. Les précisions de Séverin Douque. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, prendra part aux travaux du sommet pour un nouveau pacte mondial, sommet qui se tient à Paris les 22 et 23 juin 2023. Organisé à l'initiative du président français Emmanuel Macron et de l'Inde, le financement mondial de la transition, de l'adaptation, de la réparation des pertes et dommages provoqués par le changement climatique et de l'aide au développement sera au cœur des échanges. Dans une tribune publiée le 21 juin 2023 dans le quotidien public Cameroun Tribune, le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun rappelle les actions du chef de l'État, Paul Biya, pour la justice climatique et une aide au développement plus efficace en faveur des pays en développement, comme cela a été le cas lors du deuxième sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, tenu à Washington du 13 au 15 décembre 2022. Le rendez-vous de Paris devrait permettre aux pays en développement de trouver des solutions aux crises auxquelles fait face le continent africain. L'un des freins au développement de l'économie africaine et l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. La finance peut constituer un atout à l'égard des défis pressants et des opportunités de l'Afrique et contribuer à la résolution de problèmes apparemment sans solution à l'échelle mondiale. C'est un sujet d'actualité au regard de la situation actuelle de l'économie mondiale et des effets des crises sanitaires et sécuritaires sur nos économies nationales. Le rendez-vous de Paris ambitionne de mettre en place une véritable refonte de l'architecture financière mondiale et définir une nouvelle relation de confiance entre le Nord et le Sud. Une solidarité plus active et un engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté, mais aussi en faveur de la préservation du climat et de la biodiversité dans les pays les moins avancés et les plus vulnérables au changement climatique, axés sur des programmes de financement orientés à même de permettre à ces derniers de stimuler leur croissance. Des actions qui devraient permettre d'établir un nouvel ordre international plus juste. Face aux défis qui sont les nôtres, face aux crises qui viennent chaque jour mettre en péril les populations, je pense à l'épidémie de Covid, je pense aux répercussions profondes de l'agression russe en Ukraine, face au changement climatique dont nous voyons et ressentons déjà les effets dramatiques, il est de notre devoir d'accentuer l'effort au niveau mondial et d'embarquer tous les États, tous les acteurs en capacité d'agir dans cet effort et de bâtir un nouveau pacte mondial plus juste et plus solidaire. Le sommet va rassembler une diversité mondiale d'acteurs et actrices du développement, dont les chefs d'État et de gouvernement, représentants des secteurs de l'industrie et du commerce, ainsi que les organisations de la société civile.
Notons qu'environ 25 chefs d'État et premiers ministres africains sont attendus à ce sommet, nouveau pacte financier mondial qui se tient les 22 et 23 juin, donc à Paris. Au nombre des présents figure notamment le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, aussi président des Comores, les présidents du Niger, Mohamed Bazoum, du Sénégal, Macky Sall ou encore le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. 5 ans de prison ferme, c'est le verdict prononcé ce mercredi 21 juin en Algérie par le pôle judiciaire, économique et financier à l'encontre de l'ancien Premier ministre Nourdine Bedoui et de l'ancien ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf. Ils étaient poursuivis en tant qu'ex-gouverneurs pour abus de fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d'indus privilèges dans une affaire de marché douteux portant sur la réalisation de l'aérogare de Constantine. Leur peine de prison est assortie d'une amende d'1 million de dinars, soit plus de 7 000 $. Le président Macky Sall a débuté ce mardi 20 juin une visite d'État au Portugal. C'est à la faveur de ce déplacement que le chef de l'État sénégalais a réagi pour la première fois aux manifestations meurtrières du début du mois de juin qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, le président Macky Sall a affirmé poursuivre la marche vers la consolidation de la démocratie dans le respect de l'état de droit. Il a également assuré qu'il veillerait à ce que le Sénégal ne soit pas déstabilisé. Écoutons-le. Le Sénégal se réjouit d'être et de demeurer un État démocratique. Notre marche depuis l'indépendance en 1960 jusqu'au moment où je vous parle est une marche élogieuse en matière de démocratie et de droits de l'homme. Et cela va continuer, malgré ceux qui tentent de peindre sous des couleurs sombres cette démocratie. C'est une œuvre vaine. Nous poursuivrons notre marche vers l'émergence économique, vers la consolidation de la démocratie et de la liberté au Sénégal, dans le respect, bien entendu, de l'État de droit. Je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants. Ça, c'est un engagement personnel et j'y veillerai. Je veillerai aussi à ce que notre pays ne soit pas déstabilisé, quelle que soit l'origine de cette volonté de déstabilisation. Également dans l'actualité au Soudan, les combats ont repris de plus belle ce mercredi 21 juin à la suite de l'expiration du cessez-le-feu de 72 heures qui avait débuté le 18 juin. Une trêve qui, comme les précédentes, a été violée. Les deux camps s'accusant mutuellement de ne pas avoir respecté cette trêve. Les combats ont été rapportés dans les 3 principales villes situées autour du Nil, Khartoum, Bahri et Omdurman. Rappelons que l'armée régulière du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti s'affrontent depuis plus de 2 mois. Cette lutte pour le pouvoir a coûté la vie à près de 2000 personnes et a forcé plus de 2,5 millions de personnes à fuir leur domicile. Des exilés soudanais qui tentent de trouver refuge au Tchad, pays qui partage plus de 1000 km de frontières avec le Soudan. Depuis le début de la guerre entre les généraux soudanais, le Tchad a accueilli au moins 116 000 exilés soudanais supplémentaires, un nombre conséquent qui vient s'ajouter aux 600 000 réfugiés que le Tchad accueille. Malgré le devoir d'hospitalité, le manque de moyens se fait cruellement ressentir. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Le Tchad fait face à l'arrivée massive de réfugiés soudanais sur son territoire. Bien que la frontière entre les deux pays soit officiellement fermée, le Tchad, avec son couloir humanitaire, continue d'accueillir des milliers de réfugiés chaque jour, dont une dizaine de blessés. À ce jour, 116 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad et ce nombre évolue rapidement selon les autorités tchadiennes qui appellent à la générosité de la communauté internationale. C'est d'abord leur dire qu'il y a une crise ici, qu'il y a une catastrophe humanitaire ici.
Et ce que je ne comprends pas, personne ne réagit à cette catastrophe. Vous voyez devant vous ces femmes, ces enfants démunis qui n'ont rien du tout. Et le Tchad est en train de seul supporter et nous avons nos limites. Selon le gouvernement tchadien et les Nations Unies, le nombre de réfugiés pourrait atteindre les 250 000 dans les prochaines semaines. La plupart d'entre eux nécessitent une prise en charge médicale immédiate et de soutien humanitaire alors que les aides internationales se font de plus en plus rares. La situation sécuritaire au Soudan s'est détériorée et nous nous sommes réfugiés au Tchad avec toutes nos familles depuis 13 jours. Dieu merci, le gouvernement tchadien et le peuple tchadien nous ont bien accueillis. Qu'Allah leur rende ce bienfait au centuple. Mais les gens que vous voyez ont faim et n'ont pas de toit pour se protéger des intempéries. Pour rappel, malgré les multiples cessez-le-feu, des combats sont toujours signalés dans la région du Darfour, à la frontière du Tchad, et la situation sécuritaire et humanitaire continue de se détériorer. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement centrafricain veut se défaire de l'embargo sur les armes instauré par le Conseil de sécurité de l'ONU en décembre 2013, après l'éclatement d'une crise militaro-politique, une obligation assouplie depuis quelques années, mais sans cesse renouvelée. Le principal argument avancé par les autorités centrafricaines pour la levée de cet embargo est que les groupes armés utilisent de plus en plus d'engins explosifs. La demande formulée par l'État centrafricain a reçu le soutien de la Russie ainsi que des 3 pays africains qui siègent actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir le Gabon, le Ghana et le Mozambique. Les représentants de 6 autres pays africains ont également appuyé cette requête en vue de faire pression. La décision du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question est attendue pour le mois de juillet. Ouverture de la 25e édition du Forum africain de l'énergie ce mardi 20 juin à Nairobi, au Kenya. Il s'agit d'un forum de 4 jours qui a pour thème l'Afrique pour l'Afrique. L'objectif est de se concentrer sur les stratégies à adopter pour assurer un avenir résilient face au changement climatique en utilisant davantage les sources d'énergie propre. Plus de détails avec Corinne Kamse-Eoné. L'énergie est en débat à Nairobi au Kenya depuis le 20 juin 2023, alors que l'Afrique joue de plus en plus un rôle capital dans la lutte contre les changements climatiques en s'appropriant la transition énergétique. À l'ouverture des travaux du 25e Forum africain de l'énergie, le président kényan William Ruto est revenu sur le modèle kényan. La politique énergétique de ce pays est portée par les énergies renouvelables avec des projets comme le lac Turkana qui est la plus grande centrale éolienne du continent avec une capacité de 310 MW. Les énergies renouvelables au Kenya représentent 73% de la capacité électrique installée. En termes d'utilisation, les installations d'énergie renouvelable contribuent pour 90% à la fourniture de l'électricité. Nous avons ainsi mis le cap vers notre objectif de 100% d'énergie propre d'ici 2030. De plus, nous avons fixé un objectif national de 100% d'accès à la cuisine propre d'ici 2028. En Afrique, près de 600 millions de personnes sont encore privées d'électricité. L'épuisement à venir des énergies fossiles va encore accentuer cette précarité. À côté de cela, l'Afrique a l'opportunité et les moyens de réduire davantage son taux d'émission de gaz à effet de serre, estimé actuellement à seulement 2,9%, et se tourner résolument vers la transition énergétique. Une étude menée par la Société financière internationale en 2020 révèle qu'en matière d'énergie éolienne, le continent affiche un potentiel de 59 000 gigawatts, la capacité installée dans le monde étant de 650 gigawatts. S'agissant du solaire, la Banque mondiale estime une production potentielle pratique moyenne d'énergie solaire à long terme de 4,51 kW par jour, la plus importante au monde. Pour le président Ruto, la coopération entre les États africains permettra de déculper ce potentiel.
L'isolement et l'effort unilatéral deviennent coûteux à l'ère de l'intégration régionale et continentale panafricaine. La coopération et la collaboration énergétique régionale sont d'une importance primordiale. En travaillant ensemble, les pays africains peuvent maximiser le potentiel collectif, partager les ressources et améliorer la sécurité énergétique, la stabilité et l'efficacité. Le Forum africain de l'énergie est une plateforme qui réunit les gouvernements et les chefs d'entreprise du secteur de l'énergie. Ce forum permet d'identifier les opportunités, former des partenariats et faire avancer l'industrie de l'énergie. La Guinée est qualifiée avant même le coup de sifflet final des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. La Guinée, deuxième du groupe D, fait partie des 15 sélections déjà qualifiées avant la 6e et dernière journée de qualification prévue en septembre. Les explications de Chakomar Kamara. La Guinée sera bien présente à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Après le nid 0-0 ce mardi 20 juin entre le Malawi et l'Éthiopie, le Sili est officiellement qualifié avant même son déplacement au Malawi lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue du 4 au 12 septembre. Avec 4 points chacun, le Malawi et l'Éthiopie sont éliminés et laissent la place à l'Égypte et à la Guinée qui arrachent définitivement les 2 tickets pour la CAN. La qualification de la Guinée pour la CAN était quand même assez logique finalement, puisque en dehors de l'Égypte qui était l'ogre de ce groupe, les 2 autres équipes étaient bien plus faibles, l'Éthiopie et le Malawi. On sait que par le passé, la Guinée a eu du mal parfois, notamment face au Malawi il y a quelques années lors d'éliminatoires similaires, mais quand même, l'écart était important en termes de niveau, donc c'est somme toute assez logique. Pour l'instant, le bilan de la Guinée dans ces éliminatoires est de 3 victoires et 2 défaites pour 5 matchs joués. Seule l'Égypte a réussi à battre le Sili à l'aller comme au retour. Quand on regarde la qualité de jeu, c'est vrai que Kaba Diawara construit cette équipe pas à pas depuis qu'il a pris en main le Sili national, mais on a l'impression qu'il y a un peu les mêmes points forts et les mêmes points faibles qu'auparavant. Dans les points forts, il y a l'attaque, forcément. On a vu Serhou Guirassy même marqué contre le Brésil, par exemple. Il y a des joueurs comme ça sur le plan offensif qui donnent satisfaction. Donc on verra si après cette qualification, ils vont pouvoir profiter maintenant du dernier match pour un peu rôder l'équipe, mais il va falloir beaucoup plus pour espérer faire quelque chose à la CAN. Et quand on dit espérer faire quelque chose à la CAN pour la Guinée, c'est grand minimum quart de finale, et même, je dirais même, si vraiment on maximise le potentiel de cette équipe, aller en demi-finale. A noter que la dernière journée de ces éliminatoires aura lieu en septembre prochain sans enjeu dans cette poule. Lors de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires, la Guinée défiera le Malawi et l'Égypte va recevoir l'Éthiopie. Les coéquipiers de Naby Keita seront à leur 15e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.